Avez-vous déjà été dans une situation où vous aviez l'impression de tout contrôler, puis quelque chose s'est produit qui vous a vraiment déconcerté? Les pilotes passent beaucoup de temps à se préparer et à prévoir différents scénarios, mais que se passe-t-il lorsque quelque chose de totalement inattendu se produit précisément au mauvais moment et change tout? La préparation peut-elle alors devenir l'ennemi? Restez à l'écoute. L'histoire du vol 981 de Fly Dubai a commencé à Dubaï le 18 mars 2016. Vers 20h45, un équipage composé de 2 pilotes et de 5 membres d'équipage de cabine s'est réuni dans la salle d'équipage de Fly Dubai à l'aéroport de Dubaï pour commencer à se préparer pour le quart de nuit qu'ils avaient devant eux. Ils devaient effectuer 2 vols, commençant à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, volant jusqu'à Rostov-sur-le-Don dans la Fédération de Russie, puis de nouveau à la maison à Dubaï. Le départ était prévu pour 21h45, heure de Dubaï, et l'atterrissage aurait lieu environ 4h35 plus tard, ce qui signifie que l'équipage ne serait pas de retour à la maison avant plus de 6h du matin. Dans cette vidéo, toutes les heures seront référencées à l'heure de Dubaï, lieu où l'équipage était basé. Maintenant, même dans des circonstances normales, un vol comme celui-ci à travers la fenêtre de faible activité circadienne serait assez difficile. Mais en consultant leur matériel de briefing, les pilotes ont réalisé que la météo à Rostov-sur-le-Don était loin d'être idéale. Un front froid était prévu pour descendre sur la zone pendant la nuit dans le cadre d'une énorme dépression et il apportait avec lui des vents forts et des rafales de l'ouest, ainsi que des averses de pluie et d'éventuels orages. Fly Dubai avait fourni des briefings spéciaux à leurs équipages pour les vols vers la Fédération de Russie. Ils ont fait cela car parfois ils devaient voler en mètres au lieu de pieds et aussi parce que certains aéroports russes donnaient encore leur réglage de pression en quantité de carburant restante, c'est-à-dire en référence à l'altitude de l'aéroport plutôt qu'à la pression barométrique qui utilise le niveau de la mer comme référence. En plus de cela, Rostov-sur-le-Don était considéré comme un aéroport particulièrement compliqué en raison des cisaillements de vents fréquents qui pouvaient y apparaître lorsque des vents forts étaient prévus, ainsi qu'une pente de descente plus faible que la normale de 2,4 degrés. À cause de cela, il a été désigné comme un aéroport réservé aux capitaines, et cela aussi bien pour l'atterrissage que pour le décollage, et les pilotes en discutaient dans le cadre de leur préparation. Les 2 pilotes avaient beaucoup volé au cours des 28 jours précédents, mais ils avaient tous 2 bénéficié d'un repos plus que suffisant avant le vol et se sentaient tout à fait aptes à la tâche. Ils n'avaient jamais volé ensemble, mais ce n'est pas si inhabituel dans les grandes compagnies aériennes où des milliers de pilotes travaillent. Le capitaine avait 38 ans et avait une expérience de vol totale de presque 6000 heures. Il avait passé la majeure partie de ce temps, 4682 heures, à piloter le Boeing 737 qu'il s'apprêtait maintenant à opérer, mais il avait à peine plus de 1000 heures d'expérience de commandement dessus. Il avait précédemment volé pour Helios Airways, XL Airways ainsi que Malaysian Airlines avant de rejoindre Fly Dubai en septembre 2012. Le premier officier avait 37 ans et avait une expérience similaire à celle du capitaine avec un total de presque 5800 heures, mais seulement 1100 heures sur le 737-800. Son expérience précédente incluait des vols sur Cessna 421, des avions de transport régional, 272 et un peu d'Airbus A320. Quoi qu'il en soit, les pilotes s'entendèrent bien et discutaient du temps délicat à destination, mais tous 2 étaient d'accord pour dire qu'il était au-dessus du minimum de planification, tant pour la destination que pour les 2 alternatives, Trabzon et Volgograd. En plus de cela, la compagnie avait décidé que la différence de prix du carburant entre Dubaï et Rostov-sur-le-Don était si élevée qu'elle justifiait que l'équipage prenne autant de carburant que possible à Dubaï. C'est une pratique connue sous le nom de transport de carburant, et lorsque la différence de prix est suffisamment élevée, cela en vaut réellement la peine, même si cela augmenterait leur poids et donc brûlerait plus de carburant sur la première étape. Avec ce transport de carburant, ils auraient beaucoup plus de carburant à bord qu'ils n'en avaient réellement besoin pour le vol, leur donnant beaucoup de temps et d'options au cas où le temps à Rostov-sur-le-Don se dégraderait. Et curieusement, ce carburant supplémentaire, qui dans presque toutes les circonstances normales est une excellente chose à avoir, forme en fait le premier maillon de la chaîne qui conduira à ce qui est sur le point de se passer.
Une chose que les pilotes n'avaient pas dans leur dossier de briefing était un rapport météorologique significatif pour l'heure de leur arrivée, mais il y en avait effectivement un émis. Ce rapport avertissait d'une turbulence sévère du sol jusqu'à 15 000 pieds, environ à l'heure où ils étaient censés arriver là-bas. Mais de toute façon, les pilotes ont informé leur équipage de cabine et l'équipage qu'après cela, ils devaient attendre dans la salle d'équipage l'avion qui avait environ 40 minutes de retard sur le vol entrant. Une fois arrivé, l'équipage a constaté qu'il était déjà relié au camion de carburant et que le ravitaillement avait commencé. Et pendant qu'ils se dirigeaient vers l'avion, les pilotes ont décidé que le premier officier allait être le pilote en vol pour la première étape. En s'approchant de leur destination, le capitaine prendrait le relais pour atterrir, comme l'exigeait l'aéroport selon le briefing. Avant la vérification visuelle, le capitaine a consulté le carnet de bord technique, qui était pratiquement vierge. Il n'y avait que quelques très petites défaillances notées. Il a laissé le carnet de bord dans le cockpit, puis est sorti alors que le premier officier commençait à préparer le cockpit pour le départ. L'équipage de cabine a rapidement terminé ses inspections pré-vol et a commencé à embarquer les 55 passagers prévus pour le vol, et une fois que le capitaine est revenu dans le cockpit, la feuille de chargement est arrivée montrant un poids au décollage calculé d'environ 68 tonnes. Les pilotes ont terminé leur briefing et leur calcul de décollage et à 22h20, l'avion a commencé à reculer de sa porte. Le vol 981 de Fly Dubai a décollé de Dubaï à 22h37, atteignant son altitude de croisière de 360, représentant environ 10 972 mètres. Le vol a ensuite continué tout à fait normalement vers le nord-est et vers leur destination. Une particularité des Boeing 737-800 de Fly Dubai, qui diffère des 800 que je pilote habituellement, est que ceux-ci étaient tous équipés d'affichage tête haute ou HUD du côté du commandant de bord. Ce sont des prismes qui sont repliés dans le champ de vision du pilote et sur ce prisme, toutes les informations pertinentes de l'affichage de vol principal sont ensuite projetées. Cela signifie que le commandant pourra voir tout ce dont il a besoin tout en voyant également les conditions extérieures, ce qui est d'une grande aide, surtout en cas de faible visibilité, car il n'y aura pas besoin de transférer le regard des instruments du cockpit de l'intérieur vers l'extérieur. Cela pourrait jouer un rôle dans ce qui va se passer et je vous expliquerai tout cela après. D'après ce que nous pouvons dire, la partie croisière de ce vol s'est déroulée sans incident notable. Nous ne savons pas ce qui a été dit dans le cockpit car l'enregistreur de voix du cockpit n'a sauvegardé que les 2 dernières heures d'audio, mais nous savons que l'affichage tête haute du capitaine a, pour une raison quelconque, été replié pendant environ 20 minutes au milieu du vol puis déplié à nouveau. L'affichage tête haute devait être utilisé en permanence en vol, donc les raisons pour lesquelles le capitaine a agi ainsi sont incertaines. Peut-être voulait-il simplement profiter de la vue du ciel nocturne sans interruption. Qui sait? Dans tous les cas, il est probable que le capitaine ait terminé son briefing d'approche bien avant d'atteindre le sommet de la descente, car 1 heure avant le début de la descente, le pilote automatique droit a été désactivé et remplacé par le gauche, ce qui est un signe normal que les pilotes changent de commande puisque le pilote automatique devrait toujours être engagé du côté du pilote en vol. À 1h40 du matin, lors du passage au point de signalement LAPTO, l'équipage a contacté le contrôle de Rostov pour transmettre leur niveau de vol. À ce moment-là, ils ont également demandé au contrôleur s'il avait des informations météorologiques mises à jour de Rostov sur le Don et quelques minutes plus tard, le contrôleur est revenu avec les informations suivantes. Information uniforme à 21h30, temps universel coordonné. Vent 250 degrés, 9 mètres par seconde, avec des rafales allant jusqu'à 15. Maintenant, si vous voulez savoir cela en nœuds, c'est un peu moins que le double, donc de 17 nœuds à 29 nœuds. La visibilité est de 5 km dans de légères averses de pluie, des nuages épars à 390 mètres, des nuages fragmentés à 900 mètres et couverts à 3000 mètres. Température 6 degrés Celsius, point de rosée 3 et piste 22 en usage. Action de freinage bonne. Il a également ajouté qu'il y avait un vent temporaire de 250 degrés, 13 mètres par seconde, avec des rafales de 18 et une visibilité de 1000 mètres dans des averses de pluie et de brouillard. Maintenant, ce n'était pas un temps formidable, mais assez conforme à ce à quoi l'équipage s'attendait. Le vent était assez fort, mais seulement 30 degrés hors de l'axe de la piste, ce qui signifie que le vent de travers n'allait pas être si mauvais que ça. Donc, en somme, il semblait que ce serait une approche difficile, mais réalisable.
L'avion a rapidement été remis au contrôleur suivant qui les a informés qu'il y avait également un segment en vigueur, indiquant qu'une turbulence sévère était à prévoir de la surface jusqu'à 15 000 pieds et c'était la première fois que les pilotes en entendaient parler. L'équipage a demandé au contrôleur de confirmer quelle zone était la plus touchée et il a répondu que presque toute la zone était incluse dans les prévisions, mais qu'aucun autre trafic n'avait signalé de turbulence jusqu'à présent. La turbulence peut souvent être prévue de cette manière lorsqu'il y a de grands changements de pression sur une courte période dans une région, mais ce n'est pas toujours correct. À 2h17, l'équipage a demandé à descendre et le contrôleur les a autorisés à descendre initialement au niveau de vol 190. Ils ont suivi ces instructions et en se rapprochant du niveau, le copilote a demandé une descente supplémentaire, ce qui a entraîné leur transfert au contrôleur d'approche de Rostov. Lors de leur enregistrement, on les a informés de rapports de cisaillement de vent modéré à l'aéroport de Rostov-sur-le-Don. L'équipage a probablement expliqué en détail la manœuvre d'évasion de cisaillement du vent lorsqu'ils ont entendu cela. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas être sûrs puisque l'enregistreur de voix du cockpit de cette phase de vol a encore été écrasé. Les habitués de cette chaîne connaissent bien le phénomène de cisaillement du vent. Mais si c'est la première fois que vous êtes ici, eh bien alors abonnez-vous et je vous l'expliquerai. Allez-y. Un cisaillement du vent est essentiellement un changement brusque du vent, soit en intensité, soit en direction, qui se produit généralement soit lors de l'approche finale, soit juste après le départ, lorsque l'avion est le plus vulnérable au changement de vitesse. Comme l'avion vole en fonction de l'air environnant, un changement soudain de vent peut provoquer un changement très soudain de la portance, amenant l'avion à monter ou à descendre très rapidement, ce qui peut évidemment être extrêmement dangereux près du sol. Il existe plusieurs systèmes d'alerte à bord conçus pour détecter ces cisaillements de vent et informer les pilotes le plus tôt possible. Le premier de ces systèmes s'appelle le système d'alerte prédictive de cisaillement de vent et il utilisera le radar météorologique de l'avion et toute humidité qu'il peut détecter pour essayer de voir le cisaillement de vent et ensuite nous donner une alerte précoce. En approche, si ce système est activé, il émettra un avertissement de cisaillement de vent à venir et à cela, nous, les pilotes, pouvons choisir d'exécuter une manœuvre d'évasion de cisaillement de vent ou une remise des gaz normales selon ce que nous jugeons approprié. Le deuxième système d'alerte est l'alerte de cisaillement de vent réactif, couplé au système d'avertissement de proximité du sol amélioré de l'avion. Ça sonne comme ça. Cisaillement de vent. Si cette alerte est émise, l'avion est dans un cisaillement de vent et une manœuvre d'évasion doit être effectuée. Il y a aussi quelques autres paramètres de vol qui pourraient indiquer un cisaillement de vent, même si aucune alerte n'est émise. Et ceux-ci sont un changement soudain de 15 nœuds de vitesse indiqués. Souvenez-vous de celui-ci, un changement de 500 pieds par minute de vitesse verticale, un changement de 5 degrés d'attitude de tangage, un déplacement soudain d'un point sur la pente de descente et enfin toute position inhabituelle de niveau de poussée pendant une période prolongée. Ces avertissements et indications deviendront crucialement importants pour cette histoire, mais il est également super important de comprendre ce que les pilotes doivent faire dans le cas où ils se retrouveraient dans un cisaillement de vent. Le danger est toujours que le cisaillement du vent pourrait pousser l'avion vers le sol ou lui faire perdre tellement de portance qu'il décroche et commence à tomber, et donc ces menaces doivent être atténuées. Ainsi, la manœuvre d'évasion de cisaillement du vent comprend les éléments suivants qui doivent être effectués. Le pilote en vol doit immédiatement déconnecter le pilote automatique, appuyer sur l'un des interrupteurs TOGA, puis appliquer agressivement la poussée maximale et déconnecter le régulateur de vitesse automatique. Puis simultanément, un mouvement de roulis au niveau des ailes est monté à 15 degrés initialement. Ensuite, le frein de vitesse doit être abaissé et le pilote doit suivre les instructions spéciales du directeur de vol pour l'évasion de cisaillement du vent après avoir poussé les boutons TOGA. Le pilote surveillant doit vérifier que la poussée maximale a été réglée puis vérifier que tous les autres éléments ont été correctement effectués avant de continuer à aider le pilote en vol en signalant toute tendance de vitesse ou d'altitude ainsi que lorsque l'alerte de cisaillement du vent est réellement sortie. Vous avez peut-être remarqué ici que cette manœuvre n'inclut aucun changement de configuration de volet ou de train d'atterrissage, et c'est parce que cela pourrait aggraver la situation et le train d'atterrissage déployé pourrait effectivement aider à absorber les chocs si l'avion était forcé de toucher le sol. Elle n'inclut également aucun appel contrôle de la circulation aérienne. Lors d'une remise en vol normal, le train d'atterrissage et les volets seront rétractés.
et la poussée sera réglée à une valeur beaucoup plus basse. Et comprendre la différence entre ces deux manœuvres, la remise en vol et la manœuvre d'évasion en cas de cisaillement du vent, vous aidera grandement à comprendre ce qui va se passer. Comme mentionné, l'équipage a probablement discuté en détail de cette manœuvre d'évasion en cas de cisaillement du vent, étant donné l'avertissement du contrôleur et la mention de cette menace lors du briefing à l'aéroport. L'équipage a maintenant reçu l'autorisation de poursuivre la descente au niveau de vol 60 et après cela, ils ont été transférés à l'officier radar de Rostov qui leur a dit de descendre à 600 mètres avec une pression de 990 hectopascales. Le premier officier a mal lu cette autorisation et a dit qu'ils étaient autorisés à descendre à 800 mètres au lieu de cela, mais cela n'a pas été remarqué par le contrôleur dont l'anglais était très mauvais. Ici, on constate la différence entre voler en Russie et ailleurs dans le monde. Si ce réglage de pression que l'équipage vient de recevoir était sélectionné sur les altimètres de l'avion, alors il commencerait à montrer la hauteur au-dessus de l'aéroport. Mais les équipages de Fly Dubai et leurs avions n'étaient pas équipés pour voler avec leur procédure basée sur la pression atmosphérique locale, mais plutôt sur la pression atmosphérique ajustée au niveau moyen de la mer qui leur donnerait l'altitude au-dessus du niveau de la mer. De plus, l'avion ne peut sélectionner que des pieds dans le panneau de contrôle du mode, donc l'équipage a été formé pour utiliser des tables de conversion pour convertir les mètres en pieds afin de suivre les autorisations qui leur étaient données en Russie. Dans ce cas, l'équipage a demandé à obtenir la valeur de la pression atmosphérique donnée à 1000 hectopascales puisque l'aéroport était à environ 280 pieds au-dessus de la mer. Cependant, l'équipage a omis de régler ce paramètre et a plutôt sélectionné par erreur la pression atmosphérique de 990 hectopascales. Cette erreur signifiait que pendant tout le reste de la descente et de l'approche, l'avion volait en réalité à environ 280 pieds de plus que prévu. Cela et la relecture incorrecte n'auront aucun impact sur le résultat de ce vol. Mais cela montre clairement combien il est facile de faire des erreurs lorsqu'il y a un mélange de différentes unités et procédures impliquées. Malgré tout, l'avion a poursuivi sa descente et a finalement été autorisé pour l'approche sur la piste 22 et a contacté la tour de Rostov. Le capitaine a demandé des volets 1 suivis des volets 5 et à 2h38, le premier officier a appelé le contrôleur de la tour et a signalé qu'ils descendaient à 2600 pieds, soit 800 mètres, et qu'ils étaient sur le point de capter le localisateur. Le contrôleur de la tour les a accueillis sur la fréquence et leur a dit que le vent actuel était de 240 degrés à 11 mètres par seconde avec des rafales à 15, puis les a autorisés à atterrir sur la piste 22. L'équipage a répété cela et bientôt le localisateur a été capturé puis la pente de descente. Tout semblait complètement normal à ce stade. Une fois qu'ils étaient complètement établis, l'altitude d'approche manquée de 2300 pieds a été réglée, puis l'avion a commencé à descendre vers la piste. Les volets 10 ont ensuite été sélectionnés, mais presque immédiatement après cela, l'avion est entré dans une zone de turbulence modérée. Au départ, le capitaine a gardé le pilote automatique et l'automanette engagée, puis a demandé au premier officier de sélectionner le train d'atterrissage ABC, les volets 15, 25 et finalement 30, leurs volets d'atterrissage prévus. Cela signifiait que lorsque l'avion descendait à environ 2000 pieds, il était entièrement stabilisé dans la configuration d'atterrissage. La vitesse de référence d'approche des volets 30 était de 140 nœuds. Et en plus de cela, il devrait également ajouter une correction de minimum 5 et maximum 20 nœuds pour tenir compte du vent de face. L'additif est calculé en ajoutant la moitié de la composante constante du vent de face plus la valeur totale de la rafale. Dans ce cas, la composante constante du vent de face était d'environ 20 nœuds, ce qui signifie 10 à ajouter plus la rafale qui était de 8 nœuds de plus que cela. Donc la correction du vent aurait dû être de 18 nœuds, mais l'équipage n'a sélectionné que 10. Il est difficile de savoir pourquoi ils ont fait cela, mais cela aurait pu être pour augmenter la marge entre la vitesse à laquelle ils allaient voler dans ce cas, soit 150 nœuds, et la vitesse maximale pour les volets 30 qui était de 175 nœuds. Quoi qu'il en soit, l'avion a continué à descendre, et alors qu'il passait 1850 pieds, le capitaine a décidé de déconnecter le pilote automatique et l'automanette, après l'avoir d'abord signalé au premier officier. Jusqu'à présent, les automatismes avaient bien géré l'approche, mais il est assez courant que les pilotes se déconnectent tôt lors de conditions venteuses et turbulentes afin de mieux sentir comment l'avion se comporte pour se préparer à l'atterrissage.
Dans ce cas, le capitaine utilisait également son affichage tête haute et avec l'aide de celui-ci, il a pu suivre le système d'atterrissage aux instruments de très près. L'affichage tête haute fournit des indications de direction de vol grâce à un repère de guidage qui est essentiellement un point rond que le pilote peut placer sur le symbole de l'avion et si cela est fait correctement, toute approche ou manœuvre peut être effectuée avec une extrême précision. À 2h41 et 50 secondes, le capitaine a annoncé qu'il avait maintenant la piste en vue. L'avion se trouvait alors à une distance de 7 km de la piste, à une altitude de 1240 pieds. Et à part la turbulence, le capitaine n'avait aucun problème pour contrôler l'avion et poursuivre l'approche. Mais 12 secondes après avoir traversé les nuages, l'alerte de remise des gaz de cisaillement de vent à l'avant a soudainement été déclenchée. En une seconde, le premier officier a signalé un cisaillement de vent et le capitaine a ordonné une remise des gaz en réponse. Maintenant, le fait qu'ils aient réagi si rapidement à cet avertissement était un signe clair qu'ils étaient préparés à la possibilité que cela se produise. Comme mentionné plus tôt, l'équipage avait le choix entre voler normalement et une manœuvre d'évasion de cisaillement de vent. Ils ont choisi cette dernière. Le capitaine a maintenant poussé les niveaux de poussée vers l'avant dans le pare-feu, qui est l'arrêt mécanique, et cela a fait rugir les moteurs jusqu'à 102% N1 alors qu'il poussait simultanément les interrupteurs TOGA. L'affichage tête haute a maintenant basculé pour montrer les indications d'évasion de cisaillement de vent, qui comprenaient une ligne cible de tangage TOGA en pointillé, ainsi qu'une file d'attente cible de cisaillement de vent verte remplie. Le capitaine a commencé à adapter pour cela, mais à cause de la poussée énorme maintenant créée par les moteurs sous-montés, il a également dû pousser significativement vers l'avant sur son manche pour empêcher l'attitude de l'avion de monter au-dessus de la direction. L'élan créé par les moteurs à pleine poussée est important à retenir pour la suite des événements. Lors d'une remise des gaz normale avec les boutons TOGA enfoncés, la manette des gaz extérieurs conduit la poussée à environ 90% N1, ce qui est une poussée de remise des gaz réduite. Cette quantité de poussée réduite est calculée pour donner à l'avion un taux de montée entre 1000 et 2000 pieds par minute, ce qui résulterait en une belle remise des gaz douces. Si une pleine poussée était requise après cela, les pilotes pourraient soit appuyer de nouveau sur les boutons TOGA, soit placer manuellement les leviers complètement vers l'avant, comme ils le faisaient actuellement. Cela conduirait naturellement à une remise des gaz beaucoup plus raide et à beaucoup plus d'élan de tangage créé par les moteurs. Cependant, le train d'atterrissage étant sorti et les volets en position d'atterrissage lors de la manœuvre d'évasion de cisaillement de vent, la pleine poussée ne générerait pas un taux de montée très élevé. Donc, dans ce scénario, où le capitaine a commencé la manœuvre d'évasion à seulement environ 1300 pieds en dessous de l'altitude de remise des gaz, l'avion aurait été en montée avec une vitesse verticale à laquelle il était assez habitué à voir, mais les mouvements du levier de poussée nécessaires pour contrôler l'avion auraient été beaucoup plus grands que dans des circonstances normales, et cela nécessiterait un ajustement. Aucune modification de configuration n'étant requise pendant l'évasion, le premier officier s'est assuré que tout avait été correctement effectué, puis a décidé d'appeler la tour de Rostov pour les informer de l'approche manquée. Il l'a fait presque immédiatement après le début de la manœuvre, et en même temps que la logique de vol direct de l'avion passait d'une manœuvre de remise des gaz au mode d'acquisition d'altitude pour donner des indications à l'avion pour commencer à se stabiliser. Cet appel au contrôle de la circulation aérienne n'était pas une bonne idée, car nous, les pilotes, devons toujours suivre le principe directeur de piloter, naviguer, puis communiquer, et à ce moment-là, il restait encore beaucoup à piloter. Alors que le capitaine commençait à piquer vers le bas pour se stabiliser en suivant les indications de l'affichage tête haute, il n'a pas réduit la poussée assez rapidement, probablement à cause du grand mouvement nécessaire, ce qui signifie que la vitesse a commencé à augmenter rapidement. Le premier officier a crié « Vérifiez la vitesse ». Le capitaine a répondu « Vitesse vérifiée » en réalisant qu'il montait encore beaucoup trop. Cela l'a poussé à appuyer sur les interrupteurs de trim de stabilisateur vers l'avant pour tenter de réduire le tangage. Il a maintenu ses interrupteurs vers l'avant pendant environ 4 secondes, ce qui est assez long, surtout que la réduction de poussée signifierait bientôt un besoin de trim de tangage vers le haut. Maintenant, il est probablement utile de parler un peu de la manière dont le trim est censé être utilisé dans ce type d'avion. Le trim électrique peut être activé de plusieurs manières différentes, mais en vol manuel, cela se fait en appuyant sur les 2 interrupteurs de trim sur le manche de contrôle du pilote dans la direction où le trim est nécessaire.
Cela fera bouger les roues de trim dans le cockpit et changera l'angle du stabilisateur horizontal à l'arrière de l'avion pour aider à réduire le besoin de déflexion de l'élévateur et donc réduire la quantité de pression avant ou arrière que le pilote doit appliquer. L'idée est que vous utilisez d'abord le manche pour définir l'attitude dont vous avez besoin, puis vous ajustez l'avion de sorte que le manche puisse être ramené à une position neutre. Cela signifie que vous ne devriez jamais voler avec le trim, car il y a toujours un léger retard à son effet. De plus, si vous gardez le manche, par exemple poussé vers l'avant, l'utilisation du trim ne réduira pas la quantité de force nécessaire pour maintenir le manche dans cette position. Cela ne fera qu'augmenter l'effet de l'entrée de tangage. Et cela diffère de la façon dont le trim fonctionne dans certains petits avions, où c'est la position du manche qui est réellement réinitialisée. Le trim électrique se déplace également plus rapidement lorsque les volets sont déployés et tous ces faits deviendront très importants très bientôt. L'utilisation du trim a permis au capitaine de réduire rapidement l'angle d'attaque d'environ 4 degrés, accélérant encore plus le processus. Rappelez-vous, l'avion volait toujours avec le train d'atterrissage sorti et les volets à 30 à ce moment-là, donc l'accélération signifiait que la vitesse maximale de 175 nœuds approchait rapidement. À 2h42 et 34 secondes, l'avion a légèrement dépassé l'altitude de remise des gaz et la vitesse a également augmenté momentanément à 182 nœuds, ce que le premier officier a signalé. Cela a activé la fonction de soulagement de charge des volets qui a automatiquement réduit les volets de 30 à 25 degrés pour sauver les volets de la survitesse, mais cela n'a probablement même pas été remarqué par l'équipage. Au lieu de cela, le capitaine est légèrement redescendu à 2300 pieds et a entamé une discussion plutôt longue avec le premier officier pour savoir s'ils avaient réellement dépassé la restriction de vitesse des volets ou non. Rappelons que le train d'atterrissage et les volets étaient encore déployés et l'alerte de cisaillement du vent toujours présente, malgré l'amélioration notable des conditions. Les deux pilotes ont convenu qu'ils avaient probablement dépassé la vitesse maximale et le capitaine a dit qu'il demanderait à la maintenance de vérifier une fois qu'ils seraient de retour au sol. Tout cela montre une bonne attitude professionnelle de la part du capitaine et même s'il aurait probablement été judicieux d'attendre cette discussion jusqu'après le nettoyage de l'avion et la fin de la remise en vol, je peux comprendre ce qui les inquiétait ici. L'équipage a recontacté le contrôleur d'approche et demandé une montée supplémentaire, étant toujours en forte turbulence. Après plusieurs tentatives, le contrôleur a finalement compris leur demande malgré son mauvais anglais et leur a permis de monter à 5000 pieds. Le capitaine a engagé l'autopilote et l'organe de réglage automatique de poussée a accéléré, puis a demandé à ce que le train d'atterrissage et les volets soient rentrés. Maintenant, tout cela aurait pu sembler assez désordonné, mais en réalité, cela n'a pas été si mal géré que ça. L'approche avait été bien pilotée, ils ont réagi correctement à l'avertissement et même s'ils ont légèrement dépassé les volets et dépassé un peu l'altitude de remise des gaz, une manœuvre d'évasion de cisaillement de vent est délicate à piloter et elle est très rarement effectuée en dehors du simulateur. Donc, jusqu'à ce point, le vol avait été relativement bien géré, mais il est probable que le capitaine était très frustré par le fait qu'il avait été contraint de faire cette manœuvre et qu'il n'a pas pu atterrir. Cela a été montré lorsqu'il a parlé plus tard à l'un des membres de l'équipage de cabine où il a mentionné plusieurs fois qu'il avait été contraint de faire un tour à cause des procédures et que s'il n'y avait pas eu cet avertissement prédictif, il aurait probablement pu atterrir sans problème. Cette mentalité du capitaine, à quel point il était sûr qu'il aurait pu atterrir, est importante à garder à l'esprit. Le contrôleur a demandé à l'équipage de poursuivre vers l'aide à la navigation Bravo Alpha, étant désormais deuxième dans l'approche derrière un appareil Aeroflot qui débutait son approche. Il a également demandé à l'équipage quelle était la raison de la remise des gaz et ils ont simplement répondu cisaillement de vent. Ils ont également dit au contrôleur qu'ils devaient maintenir leur cap actuel en raison du temps et ils ont demandé une montée supplémentaire pour éviter le givrage modéré dans lequel ils se trouvent maintenant. Cela a été approuvé et ils ont continué leur montée jusqu'au niveau de vol 80. Une fois l'évitement du mauvais temps terminé, l'avion s'est dirigé vers Bravo Alpha comme autorisé et les pilotes ont commencé à discuter s'ils devaient tenter une autre approche immédiatement ou attendre un peu que la condition de cisaillement du vent s'éloigne, espérons-le. Le capitaine a indiqué qu'il voulait savoir comment se comporterait l'avion d'Aeroflot devant eux avant de prendre une décision à ce sujet et c'est une chose très sensée à faire. Ils avaient beaucoup de carburant, donc ils n'étaient pas pressés à ce stade.
Les contrôleurs sont revenus et ont informé qu'un avion d'Aeroflot avait aussi été dérouté en raison du cisaillement de vent, confirmant l'opinion de l'équipage qu'il valait mieux attendre un peu. Ils avaient encore environ 9 tonnes de carburant à bord, ce qui était suffisant pour attendre plus de 2 heures avant qu'ils ne soient obligés de dérouter. Le capitaine a ensuite fait une annonce aux passagers où il a expliqué la raison de leur déroutement et le fait qu'ils devraient probablement maintenant attendre un moment pour attendre une meilleure météo. Après cela, les pilotes ont essayé de demander une zone d'attente au nord de l'aéroport en raison du mauvais temps à leur position actuelle. Et ils ont également commencé à se diriger dans cette direction tout en discutant constamment des vecteurs avec le contrôleur qui avait du mal à comprendre ce qu'il voulait faire. Tellement mal qu'à un moment, un autre contrôleur est intervenu pour aider. En même temps, l'avion d'Aeroflot tentait une deuxième approche. Et environ 10 minutes après avoir quitté la fréquence d'approche, ils sont revenus en signalant qu'ils avaient été contraints de faire un autre tour en raison du cisaillement du vent. C'était juste une confirmation supplémentaire que le mauvais temps était toujours très présent au-dessus de l'aéroport, donc le vol 9 181 a juste continué à attendre, finissant par monter jusqu'au niveau de vol 150 et s'établissant dans un motif d'attente au-dessus du Mike November NDB au sud-ouest de l'aérodrome. Le vol Aeroflot n'avait pas encore abandonné et à 3h16, ils ont fait le tour pour la 3e fois. Et après cela, ils ont finalement décidé de se dérouter vers leur alternative. Vu la situation, les pilotes du vol Dubaï 981 ont commencé à prendre des informations météo pour leur alternative Volgograd au cas où cela serait nécessaire. Ils avaient encore beaucoup de carburant dans les réservoirs. Et d'après ce qu'ils pouvaient voir sur leur radar météorologique, le temps s'améliorait un peu à Rostov-sur-le-Don. Donc, le capitaine a suggéré qu'ils devraient attendre un peu plus, puis peut-être tenter une autre approche, et ensuite, si cela échouait, ils pourraient se dérouter. Après un moment en attente, le capitaine est allé aux toilettes. Pendant son absence, un membre junior de l'équipage de cabine a rejoint le premier officier dans le cockpit. Ils étaient tous les deux espagnols. Ils ont donc commencé à discuter de la situation et de cette conversation. On pouvait clairement entendre que le premier officier n'était pas très content de rester et d'attendre en attente. Il n'était pas aussi convaincu que le capitaine de l'amélioration du temps et il pensait que ce serait une meilleure idée de simplement dévier vers l'alternative. C'était après 1h30 en attente, donc je peux comprendre. Lorsque le capitaine est revenu dans le cockpit, ils ont pris plus de météo alternative, cette fois pour Mineral Nivodi, qui semblait encore mieux. Donc ils ont décidé que ce serait là où ils allaient dévier au cas où ils ne pourraient finalement pas entrer. Le capitaine a également contacté le contrôle des opérations de Fly Dubai par téléphone satellite pour les informer de la situation. Et ils ont été d'accord avec son évaluation et ont également recommandé de rester en attente aussi longtemps que possible puis d'essayer une autre approche s'ils se sentaient à l'aise. Alors pourquoi était-ce si important? Pourquoi n'ont-ils pas simplement abandonné et volé vers l'alternative? Eh bien, en tant que pilote, vous visez toujours à accomplir votre objectif qui est d'amener en toute sécurité votre avion, vos passagers et votre équipage à destination. Une diversion signifierait beaucoup de tracas pour tout le monde. Il faudrait fournir aux passagers d'autres moyens de transport, l'équipage risquerait de manquer d'heures, ce qui signifierait une nuitée, et les passagers sortants devraient alors soit être sévèrement retardés, soit peut-être même voir leur vol annulé. Tout cela, ajouté au fait que le capitaine avait aperçu la piste lors de son approche précédente et était assez sûr qu'il aurait pu atterrir, explique probablement sa volonté de rester et d'attendre. Mais cette façon de penser pourrait également avoir commencé à former un parti pris dans l'esprit du capitaine, une sorte de plan prédéfini de la façon dont se déroulerait la prochaine approche, et cela pourrait être important. Nous aborderons très bientôt cette deuxième approche, mais d'abord, avez-vous déjà entendu l'expression que quelqu'un est derrière l'avion? C'est une expression qui explique le sentiment d'être en retard sur ce qui se passe et d'avoir constamment à réagir à des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. C'est un état d'esprit très courant au début de presque toutes les carrières où tout est nouveau et peut parfois sembler vraiment accablant. Dans une situation idéale, nous, les pilotes, devrions toujours être légèrement en avance sur l'avion et anticiper ce qui va se passer ensuite. C'est pourquoi nous nous préparons autant pour chaque vol et nous faisons un briefing si approfondi avant chaque approche et départ. Si nous sommes en avance sur l'avion, alors nous aurons une capacité de réserve pour faire face à toute situation imprévue et nous aurons également une attention beaucoup plus large.
Mais si nous prenons du retard sur l'avion, presque toute notre capacité mentale sera consacrée à essayer de comprendre ce qui se passe, et comme nous ne serons pas en mesure de gérer la situation avec précision à cause de cela, elle pourrait s'aggraver et nous mettre encore plus en retard, aboutissant à un cercle vicieux. Maintenant, la façon de gérer cela est souvent de simplement arrêter ce que vous êtes en train de faire, prendre une grande respiration, puis revenir à suivre une routine entraînée. C'est pourquoi nous avons tant de procédures et de listes de contrôle dans l'aviation. Après près de 2 heures d'attente, l'équipage a commencé à se préparer pour leur prochaine approche. Ils avaient entré l'itinéraire de déviation dans l'ordinateur de gestion de vol, préparé les cartes, et ils avaient également défini les nouvelles vitesses de référence d'approche et recalculé leur performance d'atterrissage. Le capitaine a de nouveau brièvement informé de l'approche et mentionné au premier officier que, dans le cas d'un cisaillement de vent cette fois, ils feraient exactement ce qu'ils ont fait auparavant, faire un tour sans changement de configuration des volets ou du train d'atterrissage. Quoi qu'il en soit, à 4h20 du matin, l'équipage a décidé de tenter leur deuxième approche. Ils ont demandé la dernière météo au contrôleur qui leur a donné le vent de 230 degrés 14 mètres par seconde avec des rafales de 18, une visibilité de 6 km avec des nuages épars à 630 mètres, ce qui est presque 2100 pieds et aucun cisaillement de vent signalé sur la piste. Un cisaillement de vent était toujours prévu, mais en l'absence de rapport dans les 30 minutes précédentes, le contrôleur ne l'a pas signalé. L'équipage a demandé à descendre et alors qu'ils commençaient à obtenir des vecteurs pour l'approche, ils ont de nouveau discuté de l'additif de vitesse et cette fois, ils l'ont correctement identifié au maximum de 20 nœuds. Leur vitesse de référence était maintenant de 133 nœuds puisque leur poids avait diminué à 54 tonnes après avoir brûlé tant de carburant en réserve, ce qui signifie qu'ils voleraient à une vitesse finale de 153 nœuds. Ces discussions et calculs étaient précis et exacts, montrant qu'il n'y avait aucun signe de fatigue présent, du moins pas à ce stade. Ils ont maintenant été dirigés pour passer au contrôleur suivant qui les a autorisés à descendre d'abord au niveau de vol 60, puis à 600 mètres sur la pression atmosphérique ajustée au niveau moyen de la mer de 998. Lorsqu'il a entendu cela, le capitaine a compris qu'ils avaient effectué la dernière approche sur la mauvaise pression atmosphérique de 990, montrant à nouveau son erreur. Il a ralenti l'avion et a demandé les volets 1 et à ce moment-là, le pilote extérieur et la manette des gaz extérieurs étaient toujours engagés. Les conditions étaient très similaires à la première approche avec une turbulence modérée et comme initialement, il volait complètement à l'intérieur des nuages sans aucune référence visuelle extérieure du tout. Les volets 5 ont maintenant été sélectionnés alors que l'équipage recevait un rapport d'un avion en partance qui venait de subir un léger givrage, mais il n'y avait aucune indication que leur avion ressentait des effets de givrage du tout. Le contrôleur leur a indiqué de se diriger à 270 degrés où ils ont été autorisés pour le système d'atterrissage aux instruments, piste 22. À 0h36 minutes et 5 secondes, l'avion a intercepté le localisateur du système d'atterrissage aux instruments et a commencé à le suivre vers la piste. Ils étaient alors à une distance de 11,5 milles nautiques ou 21,3 km et à une altitude de 2250 pieds. Le premier officier a demandé une vérification du vent et on lui a dit qu'il était toujours de 230 degrés à 12 mètres par seconde avec des rafales de 18, ce qui était similaire à ce qu'ils attendaient, et ils ont également reçu une figure de la pression atmosphérique mise à jour qu'ils ont réglée sur leurs altimètres et on leur a ensuite dit de contacter la tour de Rostov. Lorsqu'ils se sont connectés, la tour les a accueillis de retour, leur a donné le même vent qu'ils venaient de recevoir et les a autorisés à atterrir sur la piste 22. Jusqu'à ce point, tout était parfaitement normal et de manière très similaire à l'approche précédente. Ils ont entamé la descente vers la piste en suivant la pente de guidage, sortant le train d'atterrissage, sélectionnant les volets à 15 et réglant l'altitude d'approche manquée à 8000 pieds. Alors qu'ils descendaient à 2165 pieds, le capitaine a de nouveau déconnecté les automatismes, probablement pour des raisons très similaires à l'approche précédente. Il a demandé à sélectionner les volets 25 puis 30 quelques secondes après. Le premier officier a ensuite commencé la checklist d'atterrissage. Lorsque l'avion est descendu à 1000 pieds, ils étaient presque complètement stabilisés sur la trajectoire et avec une vitesse légèrement élevée à 163 nœuds, réduisant vers 153.
Le capitaine a crié stabilisation maintenant alors qu'il essayait de ramener la vitesse vers la vitesse de vol, mais il était aussi à environ 0,3 points au-dessus de la pente de descente, donc il a dû pousser un peu en avant, et cela a également été combiné avec une légère augmentation de la poussée de 65 à 70%. Cette poussée était nettement supérieure à ce qui serait considéré comme normal pour un avion de 54 tonnes avec des volets à 30, même sur cette approche légèrement moins profonde, et cela aurait pu être un signe de ce qui allait arriver. Pendant que le capitaine effectuait ses corrections, il avait probablement aussi la piste en vue. Étant donné la visibilité et la hauteur des nuages, il est raisonnable de penser qu'il était concentré sur l'atterrissage à ce moment-là. Mais maintenant, le mauvais temps s'est à nouveau manifesté sous la forme d'une forte rafale de vent positive. Ceci, combiné à un léger tangage vers l'avant et à une poussée élevée, a inversé la tendance de la vitesse et au lieu de la réduire, elle l'a maintenant augmentée de 15 nœuds en quelques secondes seulement. La vitesse a soudainement atteint 176 nœuds, un nœud de plus que le maximum pour les volets 30. Ce changement brusque de vitesse est considéré comme une indication de cisaillement du vent. Le premier officier a crié de vérifier la vitesse. Le capitaine a vu l'augmentation rapide et a décidé de faire demi-tour immédiatement. Les événements vont maintenant s'accélérer. Au moment où les interrupteurs toggiers ont été pressés et les niveaux de poussée ont de nouveau avancé complètement vers les arrêts mécaniques. Le capitaine a seulement dit « d'accord, faites le tour » et n'a jamais mentionné le cisaillement du vent. Mais puisqu'il a donné la pleine poussée, il est assez juste de supposer que c'était la procédure qu'il prévoyait maintenant de voler. Mais comme il n'y avait eu aucun avertissement et que le cisaillement du vent n'avait pas été mentionné, le premier officier a probablement pensé que le capitaine effectuait un tour normal. Alors il a demandé s'il voulait des volets à 15. Le capitaine a répondu « volets à 15 ». Et là, quelque chose a commencé à se passer. Le capitaine était probablement concentré sur l'atterrissage jusqu'à ce qu'il bascule mentalement vers la manœuvre d'évasion de cisaillement du vent. Mais maintenant, il avait commencé à changer la configuration qui faisait partie d'une autre procédure qu'il n'avait pas prévue mentalement, les moteurs rugissant à pleine poussée à nouveau, poussant le nez vers le haut. Il avait perdu l'initiative, et il commençait maintenant rapidement à prendre du retard sur l'avion. Le premier officier a annoncé un taux positif, incitant le capitaine à demander la rentrée du train d'atterrissage. Ainsi, l'avion léger montait avec une poussée maximale et une traînée nettement inférieure à celle du dernier tour de piste. Le capitaine a probablement aussi gardé une main sur les leviers de poussée pendant qu'il faisait le tour, ce qu'il n'aurait pas dû faire une fois la poussée de remise en vol réglée. Il aurait dû retirer ses mains et les mettre toutes les deux sur le manche. Et dans le cas où il l'a fait avec seulement sa main gauche disponible pour gérer manuellement l'énorme élan de montée des moteurs, il a maintenant poussé encore plus que ce qui était nécessaire, ce qui signifie qu'il n'a jamais vraiment atteint le minimum de 15 degrés de montée que l'affichage tête haute lui indiquait de faire. Il est également très possible que le directeur de vol lui montrait maintenant une commande de tangage très élevée, bien plus élevée que la normale en raison de la forte poussée et de la faible traînée, quelque chose qui aurait pu le faire douter de l'affichage tête haute, rendant la situation encore plus confuse pour lui. Pendant ce temps, le premier officier contactait la tour, les informant de la remise en vol, bien trop tôt, vu ce qui se passait sur le siège de gauche. Le contrôleur de la tour lui a dit de contacter le contrôleur radar de Rostov, mais cet appel n'a jamais eu lieu. Le capitaine poussait maintenant vers l'avant, avec une force de presque 23 kilos pour maintenir le nez de l'avion bas, même si, comme je l'ai mentionné auparavant, l'attitude aurait dû être en réalité un peu plus augmentée. Maintenant, essayer de piloter un avion qui est si mal réglé est assez compliqué et augmente considérablement la charge de travail. Et cela avec un pilote qui était probablement vraiment confus sur le profil qu'il suivait réellement et s'il pouvait même faire confiance à ses instruments. Nous savons qu'il était mentalement en retard à ce stade en se basant sur ses entrées de contrôle de vol enregistrées qui étaient beaucoup plus longues et plus abruptes que la normale avec des retards significatifs entre elles. Il a changé de tangage plusieurs fois, mais il n'a jamais vraiment suivi les commandes de l'affichage tête haute et le tangage moyen pendant la première partie de cette remise en vol est resté autour de 10 degrés, bien moins que ce qui était nécessaire. Et cela signifiait que l'avion commençait maintenant à accélérer rapidement.
Pendant ce temps, le premier officier ne souffrait d'aucun blocage mental à ce stade et il a vu que le tangage était trop bas. Il a demandé au capitaine de le maintenir à 15 degrés, nez en l'air, et en réponse à cela, le capitaine a momentanément incliné réellement jusqu'à 18,5 degrés, mais a ensuite presque immédiatement incliné à nouveau vers l'avant à 5 degrés avec un énorme mouvement du manche. Maintenant, si vous inclinez à 18 degrés puis immédiatement à 5 degrés à nouveau, cela aura des conséquences très réelles dans l'avion. À savoir, vous créerez une quasi-apesanteur. Cette réduction soudaine à 0,43 g a été suivie d'une légère réduction momentanée de la poussée. Et c'est ainsi que nous savons que le capitaine avait toujours la main sur les leviers de poussée, car ce n'était pas un mouvement volontaire, mais probablement plutôt une réaction à être soulevé dans son siège. Le premier officier guidait le capitaine pour maintenir l'inclinaison, mais pendant ce temps, aucun des pilotes ne surveillait la vitesse, qui dépassait maintenant les 200 nœuds et continuait d'augmenter. Cela a conduit à un retour de volet de 15 à 10 degrés, de manière très similaire à ce qui s'était passé lors de la précédente remise des gaz, mais cette fois, la situation ne s'améliorait pas. À 4h40 et 1h30 secondes, soit 40 secondes après cette remise des gaz, l'avion a commencé à entrer dans son état vraiment critique final. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas encore abordé l'illusion somatographique, et ce pour une raison précise. L'illusion somatographique se produit lorsque les organes d'équilibre dans nos oreilles internes ne peuvent pas distinguer une accélération d'un mouvement de tangage vers le haut. Si nous manquons de repères visuels, l'oreille interne supposera que ce que nous ressentons a tout à voir avec le tangage et additionnera donc toutes les accélérations et mouvements de tangage vers le haut, conduisant à une sensation de mouvement beaucoup plus grande. Beaucoup de gens ont initialement supposé que la raison pour laquelle le capitaine se penchait en avant autant dès le début était parce qu'il ressentait le début de l'illusion somatographique. Mais les enquêteurs de ce rapport final ne sont pas d'accord avec cela. Parce qu'il était probablement visuel pour les premières secondes de la manœuvre d'évitement, il est peu probable qu'il ait ressenti le début de cette illusion dès le départ. Mais comme l'avion est maintenant entré dans les nuages et que tous les repères visuels extérieurs ont été perdus, il est très possible que l'illusion somatographique se soit maintenant déclenchée et ait été ajoutée à l'état déjà désorienté du capitaine. L'avion volait maintenant à 3350 pieds avec un angle d'incidence d'environ 10 degrés vers le haut, pleine poussée et une vitesse de 210 nœuds. Il est possible que le capitaine ait commencé à ressentir de la fatigue dans son bras gauche à cause de toute la pression et a donc décidé de commencer à ajuster vers l'avant et il a fait cela pendant les 12 prochaines secondes et cela sans ramener le manche vers sa position neutre. Comme les volets étaient toujours déployés, cela a permis au trim de se déplacer à la vitesse la plus élevée possible. Et avec cette poussée constante vers l'avant, le tangage a maintenant avancé à une vitesse de presque 6 degrés par seconde, inclinant violemment l'avion vers le sol. Cela a provoqué une sensation d'apesanteur initiale pour tous les passagers, puis des jets négatifs qui auraient poussé tout le monde contre leur ceinture de sécurité et fait que tout ce qui n'était pas correctement attaché a été poussé vers le toit. Cela incluait les pilotes confrontés à une situation inédite pour laquelle ils n'étaient pas préparés. Il était maintenant possible que le capitaine ait également été soulevé à un angle où il aurait été difficile pour lui de voir correctement les indications à travers l'affichage tête haute, mais il avait également l'affichage primaire principal de vol disponible devant lui. Le premier officier, réalisant ce qui allait se passer, a désespérément appelé le capitaine pour le ramener dans la boucle. Il a crié « Tire, tire vers le haut !» mais à ce moment-là, le capitaine était probablement si désorienté qu'il ne pouvait même pas l'entendre. Il poussait également les gouvernails au hasard dans les deux directions. Et faire cela est quelque chose qui a été identifié comme un signe de la désorientation totale d'un pilote. Mais le problème était que le capitaine continuait à intervenir sur les commandes et à prononcer des mots au hasard, ce qui signifie que la définition standard de l'incapacité du pilote ne correspondait pas vraiment et a probablement empêché le premier officier de prendre immédiatement les commandes. En quelques secondes, l'angle d'attaque de l'avion est passé à moins 40 degrés avec une vitesse proche de 280 nœuds. Le premier officier a crié « Attention, non, ne fais pas ça. Tire-le, tire-le !» Pendant un bref instant, cela semblait fonctionner, l'angle d'attaque augmentant d'environ 11 degrés.
Des tests ont par la suite montré que si la récupération avait continué à partir de ce point, avec les moteurs réduits au ralenti et l'avion continuant à monter, l'accident aurait pu être évité. Mais au lieu de cela, la descente a été reprise. Et même si le copilote a commencé à tirer sur ses propres commandes, le capitaine a continué à pousser vers l'avant, ce qui signifie que ce n'était pas suffisant. Le système d'avertissement de proximité du sol a crié « Terrain !» trop tard. Malgré les ordres de tirer en l'air, c'était déjà fini. Ce système avait été certifié sur la base d'une vitesse verticale maximale de 7000 pieds par minute. Mais l'avion descendait maintenant à une terrifiante 18 000 pieds par minute, et toujours avec la poussée maximale réglée. Dans une ultime preuve de sa désorientation spatiale, le capitaine a donné presque tout l'aileron gauche, faisant incliner l'avion rapidement. Il s'est finalement écrasé au sol avec une inclinaison gauche de 60 degrés, un tangage négatif de 50 degrés et une vitesse de plus de 340 nœuds. Cela s'est produit à 4h40 et 1 et 49 secondes, seulement 59 secondes après le début de la remise des gaz. Les 62 passagers et membres d'équipage ont été immédiatement tués dans le crash, qui a laissé un grand cratère au début de la piste 22 à l'aéroport de Rostov-sur-le-Don. L'enquête a révélé que le crash avait été causé par un pilotage et une configuration incorrecte de l'avion due à une désorientation spatiale du capitaine lors d'une remise des gaz induite par la météo. Cette confusion spatiale a probablement été causée par une combinaison de l'équipage opérant en période de sommeil nocturne habituel et d'un modèle mental incorrect du capitaine où il était préparé soit à un atterrissage, soit à une manœuvre d'évasion de cisaillement du vent et non à une remise des gaz normale. Lorsque la manœuvre d'évasion a évolué en une remise des gaz sans cette réelle initiative, il a été dépassé par l'avion et n'a tout simplement pas pu se rétablir. La situation a été aggravée par une mauvaise manipulation et compréhension du système de trim, ainsi que par des procédures peu claires de l'entreprise concernant l'annonce d'une remise des gaz ou d'une manœuvre d'évasion de cisaillement du vent. Une certaine illusion somatographique pourrait avoir joué un rôle dans la gravité de la désorientation du capitaine et le manque de formation à l'incapacité subtile pourrait avoir rendu plus difficile pour le premier officier d'identifier que le capitaine était complètement perdu. 26 recommandations détaillées différentes ont été émises à la suite de cet accident, plusieurs ayant trait à la formation de l'équipage en matière de récupération après perturbation, surtout dans des situations avec de véritables forces G, ainsi qu'à l'amélioration de la compréhension générale des pilotes du système de trim de l'avion. Cela a depuis été incorporé dans la formation initiale et récurrente à la prévention et à la récupération après perturbation pour tous les pilotes. Le niveau d'anglais des contrôleurs russes a également été examiné, ainsi que la disposition et l'utilisation des affichages tête haute. Si vous voulez lire toutes les recommandations, j'ai créé un document avec toutes celles-ci sur mon site web et vous pourrez trouver le lien dans la description ci-dessous. J'espère que mon équipe et moi avons mérité votre abonnement. Si c'est le cas, n'oubliez pas de sélectionner la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez désormais nous soutenir en rejoignant mon équipe Patreon. Vous pouvez également acheter un t-shirt ou simplement commenter cette vidéo et peut-être envoyer un super merci. Passez une journée fantastique. À la prochaine. Au revoir.